Bonjour, merci d'être là, studieux, de ne pas être parti en vacances pour venir écouter Robert. Hein, c'était un peu ça. Donc notre orateur aujourd'hui est le professeur Robert Sigal. Robert est radiologue de formation. Il a fait une bonne partie de sa carrière comme chef de département de radiologie à l'Institut Gustave Roussy, et c'est là que j'ai eu le plaisir de le rencontrer, de travailler avec lui. Ce qui est intéressant dans la carrière hospitalière de Robert, c'est qu'il a eu une carrière de clinicien, clairement, mais il a aussi eu des responsabilités en tant que directeur médical de management, en tant que directeur médical de l'Institut Gustave Roussy. Et puis il a quitté l'Institut pour rejoindre GE, où il a passé 2 ans au niveau européen pour s'occuper de développement à l'international. Et maintenant il est revenu en France, où il est donc président de GE Healthcare France. Numéro 1, je crois, du marché français. Je lui ai pas, vous lui poserez certainement des questions sur son entreprise et la dynamique industrielle de ce secteur. Mais aujourd'hui, c'est le professeur en fait que j'ai sollicité pour qu'il nous parle un petit peu de l'avenir, faire un peu de prospective sur les promesses en fait des technologies médicales en matière d'imagerie. Je ne parle pas plus longtemps, donc vous connaissez tous les règles du jeu. Robert va nous parler pendant une demi-heure. Ce qui est bien avec les imageurs, c'est qu'ils ont des belles images. Donc ça, c'est toujours très, très agréable. Et puis, nous pourrons ensuite échanger avec lui jusqu'à 10 heures. En tout cas, merci Robert d'avoir accepté cette invitation. Merci Gérard, merci Michel. Toujours un plaisir de reconnecter des morceaux du passé. Car du passé, je pense qu'on ne fait pas table rase. Je pense qu'on bâtit sur le passé et qu'on avance dans l'avenir. Alors, écoutez, donc en 30 minutes, c'est la règle du jeu. On va parler essentiellement de technologie, puisque c'est la commande qui m'a été faite. Je vais vous donner quelques mots de contexte français. Je pense qu'on ne peut pas complètement se dissocier de ce qui se passe en France. Alors, on va commencer donc par les techniques, et on va effectivement commencer par le passé, puisque tout ça a commencé en 1895 avec Röntgen qui découvre les rayons X. Et en fait, une des choses les plus intéressantes, c'est que cette technique va se diffuser de façon extraordinairement rapide. C'est un vrai succès marketing, puisqu'il a le prix Nobel en 1901. Et que cette technique va être diffusée, mais vraiment dans l'ensemble du monde occidental à l'époque, en l'espace de quelques années. Vous voyez, la première radiographie, c'est la main de Madame Röntgen, ou sa bague. Bon. Et voilà, ça s'appelle une technologie, ça c'est un point. Je vais essayer d'être très peu technique avec vous. Hein. J'ai fait l'hypothèse que ce n'était pas forcément votre tasse de thé. Néanmoins, il faut parler ici de technologie analogique. C'est exactement pareil que quand il y avait des photos, on faisait un film, c'était ce qu'on appelait la technologie analogique. Et en fait, les rayons X avec technologie analogique, ça ne va pas bouger pendant 75 ans. Il faut attendre 75 ans, vers 1970-72, pour voir apparaître ce qu'on appelle le CT, qu'on appelle en français le scanner ou tomodensitométrie, il y a d'autres noms. Et c'est en fait un Anglais qui a découvert ça, il s'appelait Godfrey Hounsfield, et il a eu d'ailleurs le prix Nobel quelques années plus tard. Qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? C'est toujours de la technique de rayon X, simplement maintenant on couple un faisceau de rayons X avec tout simplement un ordinateur qui va pouvoir traiter le signal. N'hésitez pas, si vous avez l'impression que je ne suis pas clair, à lever la main et dire voilà, donc vous avez des rayons X, et puis vous avez derrière un puissant ordinateur. Ce qui est intéressant aussi, c'est la jonction avec l'industrie. Qu'est-ce qui a permis l'arrivée de ce scanner à rayons X? C'est tout simplement les Beatles. Alors la liaison, elle est simple, c'est qu'à l'époque, dans la loi anglaise, les grandes firmes, quelles qu'elles soient, étaient obligées de dépenser X% de leurs revenus pour de la R&D, et la firme EMI, qui était la firme qui était celle des Beatles, en fait, a laissé à M. Hounsfield, dans son petit labo dont personne ne s'occupait, développer le scanner à rayons X. Donc c'est vraiment là que c'est sorti, et les premiers scanners en usage clinique sont sortis en 1975. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, il y a un grand temps qui s'écarte, qui se passe entre la découverte d'un principe physique et l'industrialisation. Les ultrasons, par exemple, les premières tentatives, elles sont tout simplement apparues après le drame du Titanic, où les gens se sont posé des questions de savoir si, avec des ondes ultrasonores, on pouvait détecter un iceberg. En fait, ça a commencé en 1958, et ici, vous avez une image d'un scanner, ce qu'on appelle pas un scanner, qui est en fait un appareil d'ultrasons. Vous verrez, vous savez sûrement qu'on a fait quelques progrès depuis. Si je termine enfin ce petit panorama historique avec l'IRM qu'on reverra tout à l'heure, c'est tout simplement aussi une découverte qui a été faite en 1946, il y a donc maintenant plus de 50 ans. Ça a valu un prix Nobel en fait à l'expérimentateur, mais au début c'était tout simplement de la chimie des spectres, et ce qui a permis que ça devienne de l'image, là encore, c'est la combinaison entre un principe physique qui du coup est la résonance magnétique avec des puissances de calcul énormes qui sont donc les ordinateurs.
Alors, on va maintenant entrer un peu plus dans les techniques et je vais être assez rapide. Donc, qu'est-ce qu'on a comme technique en imagerie actuellement? On a ce qu'on appelle la radiologie conventionnelle. Je pense que chacun d'entre vous a eu une radio de thorax. Ça a dû vous arriver, vous savez, vous avez la plaque et on vous fait une radio, on voit le thorax. Donc c'est ce que vous voyez ici, une radio de thorax, c'est fait sur ce type d'appareil. L'information est dite 2D, bidimensionnelle, elle est correcte mais assez pauvre. Le point important, c'est que c'est des rayons X, mais là aussi, on est passé de l'analogique au numérique. C'est-à-dire que, je vous ai dit pendant longtemps, c'était de l'analogique, mais tout simplement, on sait utiliser cette technique sur le versant numérique. L'autre technique de radio conventionnelle qui est qui continue à se développer énormément, c'est tout simplement la mammographie, qui permet, bien entendu, de faire le diagnostic de cancer du sein. Et là aussi, on est analogique au numérique. Si on quitte les rayons X en radio conventionnelle, on arrive donc maintenant dans ce fameux scanner X, ou tomodensitométrie, ou en anglais CT, Computer Tomography. Donc vous avez ici la vue d'un appareil, peut-être encore une fois certains d'entre vous ont eu l'occasion de s'en approcher, voire d'avoir un examen. Vous avez un lit d'examen et le patient va passer à travers ce tube. Et dans ce tube, en fait, il y a tout simplement un faisceau émetteur de rayons X et un détecteur. Ça tourne rapidement, on entend du bruit, et voilà. Et le lit va passer à travers l'anneau pour faire les images. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'en tomodensitométrie ou en scanner, on a d'abord maintenant non plus une information bidimensionnelle, mais une information tridimensionnelle. Ensuite, deuxième point capital, on a ce qu'on appelle une résolution spatiale améliorée. Qu'est-ce que c'est que la résolution spatiale? C'est la capacité à voir un petit détail. Donc là, on peut actuellement aller jusqu'à 0,5 mm, 0,1 mm même. On peut voir donc des détails extrêmement fins avec cette technique. Et la troisième caractéristique, c'est la résolution en contraste, c'est-à-dire que tout simplement, là où la radio conventionnelle ne donne pas trop, donne l'information sur l'os et l'air, mais on ne voyait pas trop ce qu'on appelle, nous, les tissus mous, c'est-à-dire les viscères, le cœur, etc., on peut voir ça de façon bien améliorée. Vous voyez qu'à partir du moment d'ailleurs où c'est un ordinateur, on a cette information qu'on recueille de façon numérique et on peut retravailler l'image en tout plan et par exemple refaire, une fois qu'on a fait les acquisitions qui se font dans le plan axial, on peut refaire des reconstructions tridimensionnelles. Ici, vous avez un autre exemple très courant. Vous voyez ici ce qu'on appelle nous, un abdomen, un thorax-abdomen-pelvis. Je ne me rends jamais compte si pour vous c'est parlant ou pas. Mais vous voyez ici, l'acquisition se fera en coupe. On va couper le patient comme en tranche horizontale de 1 mm. Et puis ensuite, on va reconstituer. Ici, c'est une reconstitution qu'on appelle dans le plan sagittal. Vous avez ici le dos, l'avant, ici c'est la colonne vertébrale. Ici, on est dans le plan dit frontal. Donc ici, vous voyez le cœur, le foie, les reins, etc. Et puis, on peut faire tout à fait une reconstitution surfacique. Donc, on peut revoir la peau du patient. Franchement, pour le radiologue, ça ne sert pas à grand-chose. Mais vous voyez qu'on a donc une possibilité de naviguer à l'intérieur d'un volume tridimensionnel qui est tout à fait unique. Ici, un autre exemple. Quand on a mal au dos, il ne faut plus faire une radio qu'on appelle conventionnelle du rachis, ça ne sert à rien. Il faut faire soit un scanner, soit une IRM. Pourquoi? Parce que vous avez non seulement l'information osseuse, mais vous allez avoir l'information, donc encore une fois, ce que j'ai appelé les tissus mous. Vous voyez ici le disque intervertébral qui vient en arrière appuyer sur une racine et qui explique en fait la cause si on a une sciatique, qui explique cette cause et qui va permettre donc de mettre en place un traitement. Ici un autre exemple. C'est une chirurgie complexe du cerveau et vous voyez sur la reconstitution, on peut couper dans tous les plans d'espace, mais ici vous voyez ce qu'on appelle la zone de craniectomie avec ici les clips qui ont permis de refermer et puis l'information sur le cerveau. Donc toujours des images très spectaculaires. Ici une autre vue où vous voyez toujours en scanner, acquise en scanner, ce qu'on appelle une urographie intraveineuse, c'est-à-dire une visualisation des cavités rénale. Donc ici, on voit toute la partie osseuse, la cage thoracique, le bassin. Et ici, ce que vous voyez, c'est les uretères qui descendent et qui arrivent jusqu'à la vessie. Et on peut regarder donc ce qui se passe pour rechercher un caillou. Si on a par exemple une colique néphrétique, on peut rechercher un caillou au niveau des uretères. Ici, c'est en vasculaire. Alors, pendant longtemps, quand un patient présentait une pathologie vasculaire, on faisait ce qu'on appelait une angiographie. Et puis c'était couplé à une radio conventionnelle, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Actuellement, on le fait en scanner, puisque vous voyez ici, en scanner, on va pouvoir explorer tout ce que vous voyez en blanc, c'est tous les vaisseaux, depuis le cœur qu'on voit apparaître en haut jusqu'aux pieds. Et vous voyez ici tous les vaisseaux dans
dans la jambe, dans la cuisse, etc. Ici avec une sténose à ce niveau. Enfin, pour terminer sur le scanner, les progrès les plus récents concernent le scanner cardiaque. Et ça, c'est très important. Ici, vous avez une vue du cœur. Et ici, ce que vous voyez, ce sont les coronaires. Très important, parce que jusqu'à présent, quand quelqu'un présentait une douleur thoracique, suspicion d'infarctus, on regarde aussi les enzymes, il y a d'autres signes, on lui faisait ce qu'on appelle une coronarographie, mais qui est ce que nous on appelle relativement invasif, puisqu'il va falloir monter ce qu'on appelle un cathéter, un tuyau jusqu'au niveau du cœur. Tandis qu'actuellement, en scanner simple, on peut faire et regarder donc les coronaires, et ça, c'est en train de changer énormément la donne au niveau de la prise en charge des douleurs aiguës aux urgences. Autre technique maintenant qui est l'imagerie par résonance magnétique, donc, qui est apparue dans les années 80, c'est pleinement développé dans les années 90. Alors vous voyez, c'est une technique complètement différente. Le principe physique que je vous épargne, c'est la résonance magnétique, je vous l'épargne, mais c'est le point important que vous devez comprendre. Il ne s'agit plus de rayons X. Donc c'est une technique non invasive. On peut répéter les résonances magnétiques comme on le souhaite, et le patient est dans une sorte de tunnel, vous voyez ici. Alors, au début, les tunnels étaient assez petits, il y avait des problèmes de claustrophobie pour les patients. Actuellement, les tunnels ont été considérablement élargis. La claustrophobie n'est plus vraiment un exemple. Le point important, c'est que c'est une technique multiparamétrique. En scanner X, c'était uniquement le faisceau de rayons X, l'atténuation du faisceau de rayons X. Et là, on a toute une série de paramètres dont je vous fais grâce, mais ça va se traduire par le fait que pour le même plan de coupe, le même niveau, ici on est au niveau des yeux, vous allez avoir des images qui ont des couleurs, vous allez dire pour vous, nous on appelle ça différemment, mais qui ont une apparence complètement différente et qui donnent des informations différentes. Et donc en jouant sur ces différents paramètres, eh bien, on va pouvoir améliorer ce qu'on appelle la sensibilité. Donc cette technique a une très forte résolution spatiale, comme le scanner, mais elle a une meilleure résolution en contraste, elle voit encore plus de choses que le scanner. Alors, elle est utilisée actuellement de façon totalement routinière pour l'imagerie du cerveau. Ici, c'est un astrocytome cérébral. Elle est utilisée, la deuxième grande utilisation, c'est tout ce qui est ostéo-articulaire. J'ai essayé de vous mettre des images qui, je pensais, quelqu'un reconnaît ce qu'on voit ici? C'est quoi comme organe? C'est un pied. Bon, d'accord. Donc, vous voyez, mais à l'intérieur du pied, vous voyez qu'on va voir l'os, on va voir les muscles, on va voir les tendons. Bref, on a une information extraordinairement détaillée. Ici, quelqu'un reconnaît ce que c'est? Oui, bravo. Donc, ce sont les seins. Donc, effectivement, actuellement, on fait de l'IRM des seins. Donc, la mammographie reste la première technique. Mais quand il y a une situation complexe, une recherche d'une seconde localisation ou une récidive, l'IRM arrive. On peut également faire une IRM des vaisseaux. Et là, vous voyez, alors ça, ce sont les carotides, les carotides au niveau du cou. Donc, on peut également faire une visualisation directe des vaisseaux. Alors, autre point sur l'IRM qui est apparu, et pour la première fois, j'introduis la notion d'imagerie fonctionnelle. Jusqu'à présent, je vous ai parlé d'anatomie, c'est-à-dire on voit de la résolution spatiale, on voit des organes, comme si on découpait le patient vivant. Mais ce qu'on peut faire apparaître maintenant, alors à nouveau, c'est de la physique complexe derrière, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est voir de la fonction. Et le premier exemple que je vous montre ici, sur ces images qui sont souvent codées en couleurs, ce que vous voyez ici, qui paraît un peu bizarre ou ici, ce sont en fait les tractus de fibres blanches. Vous savez que dans le cerveau, on a de la matière grise. Dans cette pièce, il y en a sûrement beaucoup d'ailleurs. Et puis, il y a de la matière. Les cellules sont enrobées de gaines de ce qu'on appelle de myéline, qui s'appelle la substance blanche. Et elles vont descendre ensuite dans tout le corps pour apporter l'information ou remonter l'information de la périphérie vers le cortex ou réciproquement. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est tout simplement la possibilité, en utilisant cette imagerie de tensor, peu importe le nom, de visualiser les tractus de fibres blanches, leur direction, en fait, tout simplement. Et ça, c'est tout à fait important, le fait qu'on est capable maintenant de repérer de la fonction. On peut également, en IRM, repérer le fait que quand on met un patient dans une machine, on va lui faire un geste, par exemple, il va utiliser sa main, eh bien, en IRM, la zone du cerveau qui commande la main va s'allumer, va s'illuminer. Et ça, cette IRM qu'on appelle fonctionnelle joue un rôle de plus en plus important en psychiatrie, par exemple, pour repérer un certain nombre de maladies de l'autisme et autres. Mais dans le champ cognitif, il y a même eu des expériences assez amusantes. Nos amis américains, qui se posent beaucoup plus de problèmes que nous sur cette question, ont mis des patients dans les machines et leur ont demandé de prier. Et de voir si, quand on prie, quelle est la zone qui... Enfin, bref, vous pouvez aller assez loin dans ce domaine-là. Il y a eu ensuite des articles sensationnels sur y a-t-il un cerveau masculin, un cerveau féminin. Bref. Donc, imagerie fonctionnelle.
Avec le fonctionnel, on change maintenant de technique et on passe à la médecine nucléaire sur les techniques qu'on appelle scintigraphie et TEP-CT. Alors là, le principe est complètement différent. La machine se présente pour le TEP-CT un peu comme un scanner, sauf que vous allez avoir un scanner qui est ici, mais qui est couplé avec une autre technique qu'on appelle la caméra à positons, tomographie par émission de positons. Alors, le principe est un peu complexe, mais on va injecter un traceur radioactif qui va être repéré par cette caméra à positons. On peut injecter ce qu'on appelle des isotopes, le carbone, l'oxygène, mais surtout le fluor. Pourquoi le fluor? Parce qu'il a ce qu'on appelle une demi-vie, c'est-à-dire la durée où on pourra le voir va durer 2 heures. Et pour fabriquer ce fluor 18, qui n'est pas un composant naturel, il faut utiliser une grosse machine qu'on appelle un cyclotron, qui souvent se situe, pas dans l'hôpital, mais à 1 heure ou 2 heures de l'hôpital. Donc c'est pour ça qu'on utilise surtout le fluor. Le point important que vous devez comprendre, et le fluor est un bon exemple, c'est que le fluor va être, dans ce cas, lié, la molécule de fluor, avec du glucose. Et vous savez que le glucose, on utilise ça tous les jours, et le glucose va être utilisé par notre corps dans toute une série de ce qu'on appelle des métabolismes. Et donc le fait d'avoir le fluor avec le glucose va permettre de repérer des perturbations du métabolisme. Je vois des gens qui hochent la tête positivement, donc j'ai dû être clair. Donc, c'est important de comprendre ça parce qu'en utilisant le fluor et le glucose, on va repérer donc des pathologies. Et la première d'entre elles, c'est tout simplement le cancer. La plupart des cancers sont avides en glucose. C'est aussi bête que ça. La plupart des cancers sont avides en glucose. Donc, à partir de là, vous allez avoir une image. Et là, vous voyez une image de TEP. Vous voyez tout de suite que cette image est moche. Vous voyez, elle n'est pas belle. Donc, ce que vous avez dans le TEP, vous n'avez pas de résolution spatiale. Très mauvaise, mais vous avez une résolution en contraste qui est tout à fait unique, puisque vous allez voir ici ce qui apparaît ici, la tache noire que vous voyez ici, c'est une zone de tumeur, sauf que vous voyez cette forte activité, sauf que pour se repérer, c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met, et c'est là où je vous ai montré les 2 équipements, vous avez le TEP, et immédiatement après avoir fait l'acquisition TEP, on fait l'acquisition scanner, qui est juste à côté, et en fait, ensuite, on fait une combinaison des 2 images, que vous voyez ici, on met de la couleur, et ça s'appelle un TEP-CT. C'est aussi bête que ça. Quand je dis bête, c'est extraordinairement sophistiqué. Et ça a été une véritable révolution ces dernières années. Les années 80, c'était le scanner. Les années 90, c'était l'IRM. Les années 2000, c'est le TEP-CT. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça ouvre des champs d'exploration considérables, parce que je reviens en arrière. Le fluor, c'est un composant. Mais derrière ça, on a de multiples composants qui sont actuellement à l'étude. Donc tout ça, vous avez l'impression que c'est équivalent, mais ici vous voyez une tumeur maligne avec le fluor 18, mais là vous avez du gallium, là vous avez du carbone, là vous avez de la fluorine, etc., etc. Et de plus en plus, on peut se diriger donc sur des processus spécifiques, et c'est une énorme ouverture sur ce qu'on appelle les traitements personnalisés. Le fait qu'actuellement, en oncologie, on est capable d'aller cibler des mécanismes moléculaires, et bien en imagerie de la même façon, on est capable d'avoir des images spécifiques de ces phénomènes moléculaires. Je vous ai montré la combinaison entre le CT et le PET. Maintenant, on fait de la combinaison entre le CT, le PET et l'IRM, soit à travers 2 modalités, et donc un lit qui va passer du PET-CT à l'IRM, soit maintenant on a des appareils qui s'appellent PET-MR, qui combinent le MR et le PET en un seul appareil, et vous aurez une image qui va combiner MR et PET. Les ultrasons rapidement. Très important, vous voyez, je vous ai montré au début la très grosse machine. Actuellement, ça va de machines assez volumineuses jusqu'à des toutes petites machines qui ressemblent en fait à des iPads et par lesquelles, dans les ambulances, on va pouvoir faire les premières images d'échographie. Alors, principales indications de l'échographie, vous les avez listées ici. Les images souvent ne sont pas très spectaculaires, pas seulement pour vous, je puis dire, mais même pour les cliniciens. Autant ils arrivent à bien lire un scanner, une IRM, autant l'écho, ils ont souvent plus de mal. Donc, on fait des reconstitutions. Et ici, vous voyez les reconstitutions en 3D. Écoutez, ça, c'est une échographie fœtale. Je pense que l'image parle d'elle-même. Vous voyez qu'on a des techniques maintenant absolument invraisemblables de visualisation et de rendu. Ça, ce que vous voyez ici, c'est le cœur d'un fœtus. C'est pas, bon. Et ça, vous voyez l'enfant tout petit. Ici, bref, l'oreille, vous voyez le type de détail auquel on aboutit. Alors, point important, l'échographie est à la fois anatomique et également fonctionnelle. Ici, c'est tout simplement une vue du cœur, vue sous différentes portions, et vous voyez le cœur qui se contracte, et à côté, la carte qui apparaît donne des informations sur la perfusion du cœur, peu importe ce qu'il y a dedans. L'imagerie interventionnelle. L'imagerie interventionnelle, qu'on appelle aussi minimally invasive surgery, hybrid OR,
c'est tout simplement le fait qu'au lieu d'opérer le malade, ce qu'on appelle à ventre ouvert, de lui ouvrir le ventre, enfin de l'ouvrir, on va avoir des techniques d'imagerie qui vont pouvoir guider et aller repérer et aller traiter à l'intérieur du cœur. Ça peut être des rayons X, ça peut être des ultrasons, ça peut être de l'IRM. Donc voici un exemple par rayon X. À l'arrière, je pense que vous reconnaissez de la radio conventionnelle, mais ce que vous voyez devant, c'est tout simplement un traitement de la vascularisation, c'est en fait la vascularisation hépatique qu'on voit ici, et en fait c'est des images qui sont acquises au cours de ce traitement où le radiologue ou chirurgien va aller passer dans l'arbre vasculaire pour faire ce qu'on appelle une chimio-embolisation. Il va déposer dans le foie, immédiatement au contact de la tumeur, la chimiothérapie au lieu qu'elle soit diffusée par voie générale. Alors ça se passe avec des appareils très complexes. Ici je vous montre un appareil que nous avons fait en France, je vous parlerai de G dans un instant, mais c'est un appareil très complexe et celui-là a fait l'objet d'une première mondiale qui a été faite à Lille il y a quelques semaines, littéralement. Voilà l'ambiance dans laquelle ça se passe. Donc je pense que chacun d'entre vous a déjà eu peut-être un scanner. Oui, là vous êtes plus dans le cabinet du radiologue, vous êtes dans un environnement chirurgical total, sauf que, encore une fois, vous voyez, au lieu d'ouvrir le malade, il va rentrer par un orifice naturel, éventuellement ça peut être la bouche, ou bien par une petite incision, et tout le traitement va se faire à ce niveau-là. Bon, autre exemple, je vais passer. Autre exemple de traitement minimalement invasif, ce qu'on appelle les ultrasons focalisés par IRM. Voici une IRM, je vous ai montré, vous la reconnaissez. Dessus, on va mettre un appareil à ultrasons, mais là, ces ultrasons sont thérapeutiques. Quand vous augmentez la puissance des ultrasons, vous pouvez détruire une tumeur par ultrasons, et tout se passera avec le malade. Il n'y aura aucune incision, le malade restera sur la table, et les ultrasons sont guidés par l'imagerie et détruisent un fibrome utérin ou de plus en plus, c'est utilisé en oncologie, une métastase osseuse ou des tumeurs. Donc ici, c'est un exemple d'un patient qui présente une tumeur osseuse et on voit ici, sur un contrôle, après les ultrasons focalisés, on voit apparaître cette zone résiduelle. Donc à ce niveau, ce qu'on a vu, je résume, on a les rayons X en radio conventionnelle qui sont irradiants et le scanner. L'anatomie est surtout vue en scanner, la physiologie pas trop. Les ultrasons, on a vu toutes les utilisations, l'anatomie pas mal, la physiologie pas mal. La résonance magnétique non irradiant, c'est l'anatomie très fortement, un peu la physiologie. Et la médecine nucléaire, l'anatomie pas bon, et très fortement la physiologie. Et sur la colonne opérateur, j'ai juste mis ça pour que vous appréciez bien le fait que l'imagerie n'est pas utilisée seulement par les radiologues ou les médecins nucléaires. C'est une énorme problématique, peut-être vous aurez des questions, mais les cardiologues, etc., utilisent de plus en plus l'imagerie. Donc l'imagerie a un rôle croissant actuellement, et vous voyez que quand on reprend toute la chaîne, depuis ce qu'on appelle la prédisposition génétique, qui devient quelque chose de fondamental, jusqu'au dépistage, cancer du sein, cancer du poumon, etc., le diagnostic, le choix du traitement, le guidage thérapeutique et le suivi du traitement, l'imagerie intervient absolument à tous les stades actuellement et est devenue un élément complètement central de la prise en charge d'un patient, quel que soit le diagnostic. Comment ça se passe en pratique ? En pratique, c'est une vieille image datant de l'Institut Gustave Roussy, je pense que Gérard reconnaît la salle. Eh bien, la cancérologie est un très bon exemple. Vous allez avoir toute une série de médecins, reconnaissables par leur fameuse blouse blanche, qui discutent ensemble autour d'un cas, mais vous voyez que c'est une vieille image, mais ce qui se passait, c'est que déjà, ça se passe autour de l'image. Ça se passe autour de l'image, et puis ils vont discuter qu'est-ce qu'il y a, quel est le traitement, qu'est-ce qu'on doit lui proposer. Ce qui est intéressant, c'est que vous vous souvenez que l'image est numérique. Et comme elle est numérique, eh bien, ces archives de films qui existaient, où il y avait des kilomètres de films, ils ont en fait disparu. Et ce qu'on a mis en place, ce sont ce qu'on appelle des PACS, Picture Archiving and Communication System. Tout simplement, l'information numérique va être stockée dans des entrepôts géants. Et puis ensuite, à partir de là, dans l'hôpital, elle va être distribuée par solution web aux cliniciens et aux radiologues. Ce qui est tout à fait nouveau maintenant, c'est ce qu'on appelle le Cloud PACS. Donc le Cloud PACS, c'est tout simplement le fait que, au lieu que toute l'information soit stockée dans un hôpital, on va le stocker dans un méga entrepôt, et ça va permettre en fait de transférer les données de l'hôpital, bien sûr, mais ensuite d'échanger d'hôpital à hôpital pour le suivi du patient. Et la première grosse opération a été menée par G et Orange en région parisienne, ça s'appelle Région sans film. On a actuellement 35 hôpitaux qui sont connectés ou en voie de connexion et qui ont donc toutes leurs images, dont l'Institut Gustave Roussy, qui ont leurs images sur cet entrepôt géant et qui commencent à stocker, voire à échanger leurs images. 2 mots sur le contexte français. Je surveille la pendule. Je serai rapide. Juste sur G Healthcare. 3 minutes académiques, merci.
Sur GE Healthcare, donc, nous sommes implantés en France depuis 1987. À l'époque, il y avait en France une compagnie de radiologie qui s'appelait la CGR, qui appartenait à Thomson. Et certains d'entre vous se rappellent peut-être d'un swap industriel qui a eu lieu sous l'égide de François Mitterrand entre la Thomson et GE. Et en fait, General Electric avait cédé à Thomson son activité multimédia, les postes de radio, si vous voulez, les télés. Et à l'inverse, pardon, excusez-moi, GE avait cédé à la Thomson son activité, il fabriquait des postes de radio. Et à l'inverse, Thomson avait cédé à GE toute son activité de radiologie. Et donc ça se passait à Buc, qui est dans les Yvelines, à quelques kilomètres d'ici. Mais à partir de là, il y a eu un développement industriel extraordinaire qui s'est fait non seulement en France, mais en fait dans le monde entier, puisque pendant des années, GE Healthcare en France a été le siège de GE International. Actuellement, vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'on a GE China, GE India, etc. Mais GE en France reste le siège de GE Healthcare Europe. 1,2 milliard de revenus, dont 800 millions d'euros à l'exportation. On est la plus grosse entreprise française de matériel médical. Activité diversifiée, puisque là, on m'a demandé de parler de l'imagerie, mais les blocs opératoires, la cardio, les systèmes d'information. On fabrique aussi les traceurs, on a une activité pharma dont je vous ai parlé. On est leader du marché. On est également un centre d'excellence mondial. La question de la dose est devenue une question prédominante pour les patients, pour ces fameuses techniques irradiantes. Et on développe de plus en plus de techniques pour réduire la dose. Et le centre d'excellence mondial est tout simplement en Alsace pour GE. Et puis, on a une très forte collaboration avec les centres académiques, les CHU et les CRLCC. On a des échanges journaliers, on développe avec eux dans ce tissu qu'on considère comme étant primordial. Un point sur ce qui se passe en France. Ici, vous voyez une étude internationale qui montre un problème spécifique sur l'IRM. Je vous ai expliqué l'importance de l'IRM dans la prise en charge des patients, et on mène des enquêtes depuis des années sur deux indicateurs. Le premier, c'est le nombre de machines par million d'habitants. Eh bien, quand vous voyez en 2006, ici la barre jaune, c'est Western Europe, et donc la France se situait à 8 machines par million d'habitants. Vous voyez qu'on était encadré par la Belgique et le UK qui étaient derrière nous. 3 ans plus tard, en 2009, la France avait un peu progressé, mais l'équipement progressait dans toute l'Europe, et donc la France avait reculé de 3 places. En 2012, vous voyez que la France est toujours mal située, bien que le taux d'équipement soit passé de 8 à 10 par million d'habitants. En Europe occidentale, la moyenne est passée de 13 à 20. Pourquoi ? Tout simplement parce que le nombre d'indications explose. Il y a 7-8 ans, on faisait de la neuro et de l'ostéo-articulaire. Actuellement, on fait de l'abdomen, on fait du cœur, etc., etc. Donc, il y a un sous-équipement en France sur lequel les pouvoirs publics essayent d'aider, font ce qu'ils peuvent. On peut parler du système d'autorisation, mais les équipements ne progressent pas suffisamment rapidement. Conséquence, deuxième indicateur, quand vous demandez une IRM, il y a 2 solutions. Soit vous connaissez un peu Robert Sigal ou quelqu'un, votre IRM, ne soyez pas inquiet, vous l'aurez rapidement. Mais je dis ça, c'est une boutade, c'est très embêtant, parce que beaucoup de gens à un certain niveau passent par ces relais, et c'est la vie. Mais voilà, et ensuite ils s'imaginent que tout le monde a une IRM en 8 jours. Non, pas tout le monde a une IRM en 8 jours. Ça, c'est une enquête objective. Vous voyez qu'en France, il y a 3 régions pour lesquelles il y a un rendez-vous en dessous de moins de 20 jours. La région parisienne, Languedoc-Roussillon et le Nord. D'ailleurs, une volonté politique derrière ça, une vraie volonté politique. Mais là, vous voyez par exemple à l'Ouest, plus de 50 jours pour avoir une IRM. Il y a quand même un problème. Et quand on regarde, c'est ma dernière diapo, cette diapo, ici je vous ai montré des chiffres sur le pourcentage d'examens en Allemagne. Donc General Radiography, c'est la radio conventionnelle. Vous voyez qu'en Allemagne encore, si je prends ce total de 100%, 68% de leurs examens sont encore General Radiography. J'ai mis de côté l'ultrason. Mais vous voyez qu'ils font 20% de scanners et 12% d'IRM. En France, 83% de radiologie conventionnelle, 11% de scanners, 6% d'IRM. Cherchez l'erreur. La Société française de radiologie, c'est ma dernière diapo, a mis en place ce guide du bon usage et la Société française de médecine nucléaire. Et vous voyez que dans ces guides de bon usage, ils invitent donc c'est un guide destiné aux prescripteurs, aux médecins généralistes, aux médecins spécialistes, pour leur dire quoi faire face à une douleur abdominale aiguë, suspicion d'infarctus, etc., etc. Et dans ce guide de bon usage, il y a des prescriptions qui sont faites et qui sont à la fois réalistes compte tenu du parc français, qui tendent aussi à l'excellence compte tenu de ce que devrait être la pratique,
Tout ce qu'on peut faire comme vœu et espérer, c'est que dans les années qui viennent, le parc qui soit en France s'adapte réellement à la véritable bonne pratique réelle et pas à la situation telle qu'elle est. Voilà, en conclusion, écoutez, il n'y a pas de limite actuellement visible sur la technologie. Radiologue, c'est une spécialité incroyable. Moi, j'ai commencé comme jeune interne. Le radiologue n'existait pas, si je puis dire, parce que souvent, les cliniciens à l'époque, vous vous souvenez, on était dans l'époque post-Röntgen, ils savaient bien lire ses radios standards lui-même. Donc, à la limite, le radiologue, bon, c'était, excusez-moi, mais un photographe. Il faisait les photos. Bon, là, actuellement, aucun clinicien n'est capable sérieusement d'interpréter les images, de faire le choix de la bonne indication. Bon. Les limites technologiques sont constamment dépassées. Quand le scanner, à tous les 10 ans, je vous ai dit, il y a une nouvelle évolution majeure. Le point critique auquel sont confrontées les économies, que ce soit aux États-Unis, en Chine ou en France, c'est la nécessaire adaptation aux réalités médicales et aux réalités économiques de santé publique. Là, il y a des vrais débats, il y a des vraies questions qui se posent. Peut-on se payer tout ce qu'on veut? Oui, non, qu'est-ce que ça signifie? Je vous remercie. Vas-y, non, vas-y, je t'en prie. Bien, ben dans la règle du jeu qu'on vous avait rappelé tout à l'heure, il y a deux questions que vous soulevez d'une manière ou d'une autre par rapport à votre... Mais restez assis, je vous en prie. La première, c'est tous les faux négatifs. Parce qu'il y a plein d'espoir au millimètre carré, même au micron carré. Et en même temps, un PET scan peut renvoyer chez lui quelqu'un avec une tumeur hépatique de 6 cm. Je donne un exemple très précis. Heureusement que ça a été fait sous forme initiale d'un prélèvement, d'une biopsie qui traduisait cette réalité. Alors, c'est quoi la statistique dans ce domaine? Parce que à Paris, à la PHP, en ayant posé cette question, personne ne savait répondre à cela. Donc, c'est la première question qui est, comment j'allais dire, en creux par rapport à ce que vous avez dit. Et ma deuxième question, c'est il y a des métiers qui vont disparaître complètement. Visiblement, la chirurgie cardiaque, dans quelques années, ça ne sera plus que de la chirurgie interventionnelle. On ne sait pas s'il faudra être cardiologue, radiologue. Enfin, c'est quelle évolution des métiers va se faire avec le regard qui est le vôtre, à la fois de clinicien et aussi aujourd'hui d'industriel? Alors sur la première question, qui est une question technique, docteur, qui est une question qu'on appelle la sensibilité et la spécificité d'une technique. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on appelle la sensibilité, c'est la capacité à voir quelque chose, tout simplement. Et la spécificité, c'est la capacité à dire ce que c'est, une fois qu'on a vu. Et à partir de là, on déduit ce qu'on appelle les faux positifs, les vrais positifs, les faux négatifs, les vrais négatifs. Le PET scan est un bon exemple que vous donnez, parce que le PET scan a une très forte sensibilité. Alors le PET scan avec le FDG, attention, parce que c'est avec le... Donc a une très forte sensibilité et une mauvaise spécificité. J'ai donné tout à l'heure l'exemple du cancer, donc on va détecter un cancer, mais il y a d'autres processus qui sont à vide de glucose, et en particulier, quand un patient a été traité, tout ce qui est inflammation, et peut-être ça va marquer, et de la même façon l'infection. Donc on a affaire à pas mal de ce qu'on appelle des faux positifs. Bon, c'est pour ça, la réponse c'est que pour ça qu'on développe d'autres... Développer un faux négatif. Non. Alors, les faux négatifs, écoutez, les faux négatifs... Faux positifs, oui, il y a un vaccin sur l'épaule, ça vous fait 5 consultations. Il y en a de moins en moins des faux négatifs, et il y en a de moins en moins, en particulier parce que toutes les techniques qu'on développe pour le screening en particulier, on doit avoir une valeur prédictive négative proche de 0. C'est-à-dire, si je prends l'exemple de la mammo, ou tous ces exemples, si vous faites l'examen, s'il est normal, il est normal. Et vous pouvez renvoyer le patient ou la patiente en lui disant « vous n'avez rien, ça c'est capital ». S'il y a quelque chose, écoutez, on poussera plus loin, on regardera, on fera ce qu'il faut pour le faire. Donc on pousse. Donc oui, il y a des faux positifs. Il y a aussi un élément dans la réponse qui est l'œil humain reste en place. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des techniques qu'on appelle « computer-aided diagnosis » qui permettent d'aider, mais l'expérience joue. Et des erreurs médicales, des capacités à comprendre l'image, ça existe aussi par la formation. D'accord ? Donc ça, c'était sur faux positifs et faux négatifs. Votre deuxième question, c'était sur l'évolution des métiers. Oui, c'est en pleine évolution. Les frontières... quand je suis allé à l'inauguration de cet équipement chez le professeur Rollon à Lille, il y a quelques semaines, j'étais frappé par le fait que les jeunes chirurgiens qui opéraient, eux, c'est des internes, ils ont 25 ans, 30 ans,
ils continueront à savoir ouvrir un malade mais pour eux, ils voient leur métier comme étant purement guidé par l'image, complètement guidé par l'image. Donc les frontières deviennent plus poreuses. Il faut que la réglementation suive. Un exemple, dans un domaine un peu différent, on vient d'autoriser enfin en France ce qu'on appelle les manipulateurs radio, les techniciens, à faire de l'échographie. Jusqu'à présent, ça leur a été interdit. On voit bien pourquoi c'est important de leur laisser sous contrôle d'un médecin pour qu'ils puissent le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une donnée qu'on n'a pas mise en évidence. Il y a un manque de radiologues, de médecins nucléaires important dans ce pays. Et les courbes montrent que cette explosion de technique, face à ça, on n'a pas les bonnes personnes pour suivre, pour s'en occuper. Donc oui, il va y avoir une évolution des métiers dans les années qui viennent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Robert, j'ai deux questions, trois peut-être. Il y a une première question qui est par rapport à... tu as montré que JL Scare était très implanté en France pour des raisons historiques. Dans le contexte actuel de la relance, en fait, de la croissance par l'investissement dans l'innovation, dans les sciences de la vie, quels sont les atouts de la France dans ce domaine-là ? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, je vais me faire l'avocat du diable. Je vais prendre la casquette du ministère de la Santé, éventuellement, pourquoi pas, de l'IGAS, à propos du décalage en matière d'équipement d'IRM que tu as montré, qui est effectivement, je veux dire, flagrant, comme tu le dis, qui s'accroît. Et puis, tu as bien montré effectivement qu'il y avait des délais d'attente qui, aujourd'hui, sont inacceptables quand tu penses à l'utilisation de l'IRM dans le diagnostic de l'AVC. Donc ça, je te mets ça de ton côté. De l'autre côté, je vais jouer à l'imbécile. Qu'est-ce qui permet de montrer que l'investissement qui a été fait dans les autres pays aboutit à des meilleurs résultats dans un certain nombre de pathologies, d'une part, et d'autre part, il y a relativement peu de travaux médico-économiques sur en fait l'efficience comparée de différentes stratégies diagnostiques. Et par ailleurs, notamment en France, alors tu vas me dire c'est dû au retard d'équipement, on continue quand même d'avoir des stratégies diagnostiques d'escalade, où tu commences par la radiologie conventionnelle, ensuite tu passes au scan et ensuite tu passes à l'IRM. Et tu te poses souvent des questions de savoir pourquoi tu ne vas pas directement à celle qui est la plus efficace. Alors tu vas me dire c'est une question de pénurie. Donc qu'est-ce que les industriels ont à répondre au fait à cette crise? Je vais en rajouter une de remarque. J'ai entendu des personnes bien informées qui travaillaient effectivement sur les plans d'équipement en IRM, notamment dans le domaine de l'AVC, dire la situation française, elle est géniale parce qu'on en a peu des machines, mais on les fait tourner 24 heures sur 24. Donc on est beaucoup plus productif et efficient que les radiologues des autres pays. Voilà. C'est un petit peu cette... Pardon ? Information confidentielle. Information totalement confidentielle. Donc voilà un petit peu, enfin deux questions que je voulais te poser. La troisième, ça me reviendra, je te la poserai après. Voilà. Alors Gérard, sur la première question, c'est les atouts de la France. En fait, c'est une question sérieuse parce que pour les grands industriels actuellement, il y a le modèle qui a prévalu pendant des années, que je vais simplifier à l'extrême, qui était les cerveaux en Occident, les mains en Asie, c'est en train de bouger. Donc il y aura les mains et les cerveaux en Asie, il n'y aura plus de mains, plus de cerveaux. Mais c'est une question extrêmement importante. C'est une question extrêmement importante. Et les pieds. Bien sûr. Quand vous allez... Enfin bon, j'ai passé pas mal de temps en Chine. Bon, OK. Donc la question, c'est effectivement, comment est-ce que Là, c'est une question peu politique. Hein. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour effectivement maintenir une capacité de recherche et d'innovation dans un pays? Parce que la capacité industrielle, en fait, est à proximité. L'exemple que je donne, à Buc, dans le centre tous les systèmes de mammographie du monde entier sont développés là-bas. Tous les systèmes de vasculaire, il y a 400 ingénieurs et chercheurs, français, oui, européens, qui travaillent donc pour GE là-bas. Mais une des raisons, c'est qu'on a des liens académiques avec les équipes françaises, les équipes européennes très forts. Et quoi qu'on dise avec Internet, oui, Internet est génial, tout ce que vous voulez, c'est plus simple d'avoir une réunion face à face avec un gars qui vient vous voir avec du brainstorming que d'avoir au bout un email, un gars qui se situe en Inde ou au Japon ou en Chine. Donc je dis ça parce que pour moi, il s'est passé une chose très importante ces dernières années, c'était le grand emprunt. Je pense que ce qui s'est passé avec donc, la volonté face à la crise du président Sarkozy de dire on va développer, on va mettre de l'argent et des ressources sur la R&D en France, ça a été quelque chose de très important. Les équipes françaises jouaient souvent dans les K dollars, les K euros. Vous voyez,
qu'on faisait. Et puis comment ça se traduisait? Les universitaires, l'un d'entre eux, le soir, de temps en temps, à partir de 4 heures, il avait le temps de faire un peu de recherche. Là, on a changé le paradigme. Et il y a maintenant des vraies équipes de recherche qui travaillent dans les millions d'euros, des fundings de millions d'euros. Ça change tout. Excusez-moi, mais on est passé du bricolage, soit dit d'ailleurs, pas du tout péjorativement, parce que le rendement de ce bricolage était excellent, mais à quelque chose d'une dimension supérieure. Donc je pense que c'est parti dans la bonne direction en France. On a maintenant dans plusieurs CHU, les CRLCC, des centres qui vraiment commencent à se muscler. Et ça, c'est vraiment pour moi un signe d'espoir sur ce qui peut se passer en France. Alors sur la deuxième question, qui est celle de la... Oui, on n'a pas assez d'IRM, mais finalement, est-ce qu'on peut prouver que si on en avait plus, ce serait mieux? Gérard, c'est une question pour toi, ça. Je veux dire, les études médico-économiques, c'est l'Arlésienne, on en attend, on nous explique que c'est compliqué, que ça dépend du système de financement, de ceci, de cela. Donc c'est vrai qu'on manque d'études médico-économiques, je ne peux pas te dire le contraire. Néanmoins, pour revenir sur l'AVC, il y a des données médicales solides, celles qu'on appelle la golden hour, c'est-à-dire si vous avez votre IRM dans la première heure des premiers symptômes, vous avez une chance de survie qui est de 60-70% sans séquelles. Si vous attendez plus de 2 heures, il n'y a pas besoin d'études médico-économiques. Et le coût maintenant de ces séquelles, le coût des décès, le coût de ces séquelles, etc. Quant à la petite plaisanterie qui dit qu'il y a suffisamment d'IRM, il y a juste un problème, c'est que les IRM ne sont pas dans les centres d'urgence. C'est-à-dire qu'il y a un seul CHU qui a fait ça de façon remarquable, qui est le CHU de Lille, justement, avec là aussi une volonté politique. C'était très intéressant. Le Conseil régional du Nord, Martine Aubry avait beaucoup poussé sur cette affaire-là, avec le chef de service Jean-Pierre Pruvot, qui est maintenant le président de la Société française de radiologie. Et ils ont installé une IRM dans les urgences parce que c'est un centre neurovasculaire qu'il faut mettre en place. Pas seulement une IRM qui se trouve là au milieu de nulle part. Il y a toute une logistique, une dynamique qui va aussi sur le 15, etc. etc. Donc oui, il faut pousser dans ce sens-là. Ce qu'on voit qui effraie effectivement les pouvoirs publics, c'est que tout ça est compliqué, va vite, beaucoup d'investissements. Comment on maîtrise ça? Mais je n'ai pas parlé de coût, mais quand je montre il y a un surcoût des radiologies conventionnelles en France. Le dernier chiffre que je peux vous donner, c'est que la Caisse nationale, qui date de 2010, le dernier chiffre officiel, a dépensé pour ses actes de conventionnels 1,2 milliard d'euros. Pour le scanner et l'IRM combiné, c'était 900 millions d'euros. Peut-être que... Bien. Alors, ma troisième question, c'était, au fond, dans un contexte quand même dur en matière de financement des dépenses de santé, et notamment pour les hôpitaux, quels sont les effets restructurants, finalement, des innovations technologiques en radiologie aujourd'hui? Est-ce que c'est des effets restructurants, effectivement, de concentration de moyens sur un certain nombre de centres, où tu as montré, en fait, par le système PACS, des effets réseau, ou est-ce que ça a aussi des effets, finalement, de restructuration, mais aussi d'ouverture, finalement, de l'hôpital sur les soins ambulatoires, et, en fait, avec une plus grande facilité d'accès, finalement, à de la technologie pour la ville? Et alors, il y a aussi cet aspect que tout le monde connaît, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression, on dit que la radiologie publique est sinistrée, donc probablement pas dans des endroits comme le CHU de Lille. On voit se monter quand même des initiatives libérales extrêmement dynamiques pour constituer des plateaux finalement d'imagerie presque indépendants, on pourrait dire autonomes, même s'ils sont attachés à des cliniques. Donc au fond, qu'est-ce que tu vois, toi, en termes d'évolution et d'effets restructurants de cette imagerie dans le contexte français? Alors, d'abord, un hôpital moderne, c'est une plateforme technologique. On est bien d'accord, une plateforme technologique avec un peu d'hospitalisation et une réduction de la durée moyenne de séjour. Et dans ces plateformes technologiques, l'imagerie joue un rôle très important, pas unique du tout. Les blocs opératoires sont au moins aussi importants, mais joue un rôle très, très important. Ensuite, donc, on a vu au fur et à mesure de ces années tous ces grands hôpitaux, CHU, CHG, se doter, s'équiper de ces moyens. Le problème, c'est que c'est la confluence entre des équipements et des compétences. Globalement, dans les CHU, il y a les gens qu'il faut. Voilà. Globalement, il y a les gens qu'il faut. Quand vous passez au CHG, là, vous avez parfois l'équipement, vous n'avez plus les gens qu'il faut. Pourquoi? Parce que maintenant, j'en arrive à l'autre point. C'est le fait que, pour des raisons multiples, y compris, il faut être clair, sur des raisons de revenus, beaucoup de radiologues sont partis s'installer en privé parce que le privé, c'était des grands groupes privés qui offraient des plateaux techniques extrêmement efficaces et pour être tout à fait clair, avec une productivité qui était souvent clairement meilleure que celle du public. Le temps d'attente, etc., etc. Donc beaucoup de radiologues bien formés dans les hôpitaux publics sont partis dans le privé. Et donc actuellement, on a un système un peu concurrentiel avec en même temps des vides, où vous avez les CHU, les CHG, les centres hospitaliers généraux, petits ou moins gros, et des grosses cliniques. Et puis,
Ça dépend complètement effectivement des régions, puisque dans certaines régions, Paris, Côte d'Azur, bon, ça va. Puis des régions où il y a des problèmes de déserts médicaux. Donc ce que fait effectivement, ce qu'a fait la loi HPST, ce que font les ARS actuellement, c'est réfléchir en termes de communauté hospitalière de territoire, de maillage, et de se dire, bon, comment est-ce qu'on fait pour qu'on ait de la radiologie interventionnelle, il n'y a pas besoin, voilà, là c'est un truc très spécifique, on va le mettre là. Par contre, un scanner, on peut peut-être le mettre un peu dans chaque centre. Est-ce qu'on va utiliser les cloud packs pour faire transiter l'image d'un centre à l'autre, etc. Et c'est tout ça qui est en train de se mettre en place. Moi, je suis plutôt optimiste. Je suis plutôt optimiste là-dessus. Je vois bon, je ne suis pas BA, hein, mais on voit des vrais efforts qui sont faits aussi à travers quelque chose qui était complètement tabou, qui sont ce qu'on appelle les GCS, c'est-à-dire l'obligation des publics et privés de travailler ensemble. Bon, voilà. On voit des choses se mettre en place progressivement. Ça se passe. Comment ça se passe, pour rester dans la même question, dans d'autres pays parce qu'en France, on a le public, le privé, l'administration, toute une série de tabous dont vous avez dit les choses en filigrane. Et comment ça se passe dans d'autres pays? Ils sont plus, pour l'Angleterre, par exemple, ou l'Allemagne. Quelles sont les raisons qui font qu'ils seraient plus avancés que la France? Écoutez, d'abord, commençons par le UK, qui était clairement beaucoup plus en retard que la France, hein, et qui a rattrapé, qui a rattrapé son retard technologique à marche forcée, de façon extrêmement autoritaire, avec un contrôle par le National Health Service extrêmement volontaire. Et une médecine privée qui n'existe pratiquement pas. On est vraiment sur une médecine publique. J'ai vu pas mal d'hôpitaux anglais. Moi, je trouve que là-dessus, le système français de public-privé est meilleur. Quand vous avez plus que des fonctionnaires, excusez-moi, mais il commence à y avoir un problème potentiel. Alors, quant à l'Allemagne, elle aussi a un système très dynamique qui est celui des Länder, en fait. Bien sûr, des Länder qui contrôlent la santé morceau par morceau. La grande différence entre ces deux pays et la France, c'est que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure explicitement, mais pour obtenir un scanner ou une IRM, il faut une autorisation de l'ARS. Donc c'est un système sous autorisation, alors que c'est une exception française. Alors que l'Allemagne, l'Angleterre et le reste de l'Europe, un hôpital veut un scanner, il s'achète son scanner. Donc du coup, ces hôpitaux qui ont pris les équipements qu'ils jugeaient nécessaires, se donnent les moyens de les faire tourner de façon idoine. Et vous savez très bien que la sécurité sociale allemande est en excédent actuellement. Donc, voilà le seul commentaire que je peux faire sur l'Allemagne. Très gros groupe privé aussi. Bernard Genot, je suis épidémiologiste. J'ai la chance de travailler comme consultant dans le cadre d'un programme de dépistage où la General Electric joue un rôle majeur. C'est en Arabie Saoudite et nous allons présenter dans 15 jours entre la General Electric et le ministère de la Santé un poster à Washington sur les innovations qui peuvent être faites dans le cadre de l'usage de l'imagerie médicale, des nouvelles technologies dont vous nous avez parlé, pour prolonger les possibilités donc, du dépistage du cancer du sein avec une surveillance active. Alors, je vais rebondir sur la toute première question qui a été posée, où vous nous avez donné une définition de la sensibilité et de la spécificité qui peut se comprendre dans le cadre de l'exploration de problèmes de santé perçus par un patient. Quelqu'un présente une douleur, vous avez présenté des exemples par exemple d'exploration vasculaire ou pour l'exploration fonctionnelle de la vascularisation du cœur, on a des moyens avec l'imagerie d'éclairer la question. Vous nous avez dit la sensibilité, c'est l'aptitude à voir quelque chose, la spécificité, c'est dire ce que c'est. Dans le cadre du dépistage, les définitions ne sont pas celles-là. La sensibilité, c'est l'aptitude de discerner qu'il y a le problème de santé que l'on recherche au moment où on part dans une population sans symptômes. Et la spécificité, c'est la capacité à exclure qu'il y a une lésion pour les personnes qui sont le plus grand nombre de celles qui vont se faire dépister pour un cancer du sein, lorsque c'est un dépistage comme il est organisé en France, des personnes qui n'ont pas de cancer du sein. D'où la discussion qui a eu lieu sur les faux positifs, les faux négatifs. Le faux négatif, c'est ce qu'on essaye de diminuer en augmentant la sensibilité. Le faux positif, c'est ce qu'on cherche à exclure grâce à une meilleure spécificité.
Le titre de l'exposé, c'est « Mieux voir pour mieux soigner ». Le problème du manque de spécificité, c'est le problème qu'on appelle actuellement le surdiagnostic, qui amène à des surtraitements, qui amène en fait à une médecine qui se trompe parce qu'elle traite des personnes qui n'auraient jamais eu besoin de ces soins. Et quand il s'agit de cancérologie, c'est pas anodin, c'est une opération chirurgicale, c'est de la radiothérapie, c'est une médication avec des effets secondaires. Je n'accuse pas l'imagerie d'être la source de ce problème parce qu'il y a la biopsie qui est un aval de l'imagerie. Mais le problème de la sensibilité et de la spécificité existe aussi pour la biopsie. Et en fait, plus on fait d'examens radiologiques qui vont mener à faire plus de biopsies, plus on aura de surdiagnostic. Il y a une solution avec le mieux voir pour mieux soigner qui concerne l'usage de l'imagerie en lieu et place de la biopsie immédiate, de voir dans le temps, par la surveillance active, avec une imagerie qui ne doit pas être irradiante. Vous nous avez parlé de méthodes qui sont non irradiantes, mais des examens successifs sur une même personne chez laquelle on suspecte une lésion pour voir si cette lésion progresse ou ne progresse pas. C'est un point tout à fait fondamental qui a été soutenu par le président de la Commission nationale du cancer, par exemple Thierry Philippe, quand la question a été posée à l'Académie nationale de médecine, qu'on introduise dans les critères de définition de la maladie, non pas exclusivement l'examen résultant de la biopsie, mais la dynamique de l'évolution de l'imagerie médicale. Et je voudrais savoir dans quelle mesure vous êtes branché sur ce type de préoccupation. Alors le surdiagnostic, c'est effectivement, vous l'avez bien expliqué, c'est le fait qu'on voit quelque chose, et si on voit une lésion, et ma foi, si on ne s'en était pas occupé, ça n'aurait rien fait au malade. Un exemple assez typique, ça peut être, c'est d'ailleurs pas un exemple d'imagerie, ce serait de dire, on détecte une augmentation des PSA pour le cancer de la prostate, finalement, le patient va, comme on dit, l'expression médicale, va mourir de sa belle mort. Si on se jette sur lui pour lui faire des tas de traitements, on lui fait plus de bien que de mal. Oui, ça existe. Plus de mal que de bien. Plus de mal que de bien, excusez-moi. C'est vrai en imagerie aussi. Et c'est vrai que l'imagerie est souvent en avance sur les schémas thérapeutiques. On voit des choses et souvent les cliniciens se disent « qu'est-ce qu'on fait de ça finalement ?» Bon, donc oui, actuellement j'ai un exemple précis en tête qui sont le scanner. On est de plus en plus maintenant, on se lance dans des scanners de dépistage chez des patients ayant été des gros fumeurs d'un scanner thoracique systématique, et on va voir ce qu'on appelle des nodules, pour lesquels est-ce qu'il faut faire une biopsie, etc., etc. Bon, la proposition de la surveillance est une proposition très vieille déjà. Hein. Excusez-moi, elle n'a rien de révolutionnaire. C'est l'attitude qu'on a systématiquement. On voit un nodule, donc il y a des critères. S'il fait plus que 1 ou 2 cm, et puis s'il est bon, là on se dit, bon, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on lui dit, revenez dans 3 mois, on fera un deuxième scanner. Le problème, quand même, c'est qu'il peut y avoir une perte de chance. C'est-à-dire que le problème, c'est que les critères, et en particulier en cancéro, c'est tout à fait clair, il y a des métastases pulmonaires à 2 mm ou à 3 mm, et donc si vous dites attendons de revoir pour savoir si ça fait 2 cm, en attendant, le malade il a eu des métastases partout. Donc oui, on est dans cette difficulté, et ça ne peut pas être que la simple surveillance que préconise M. Philippe, c'est un outil, mais à côté de ça, il y a des questions à se poser pour savoir s'il ne faut pas être un peu plus invasif dans le sens de la biopsie. Mais vous êtes en plein dans un domaine très actif de la recherche là-dessus, sur le diagnostic. Georges Schebert, je suis ex-VP des opérations industrielles Europe de IBA Molecular et président de Sysbio International. Cher confrère. Pour le parc de machines, est-ce que vous ne pensez pas... D'abord, il y a eu les plans cancer 1 et 2 de Jacques Chirac qui ont amené la TEP en France de façon assez considérable avec un objectif de 90 caméras. Est-ce que vous ne pensez pas, première question, que le parc de machines est limité par le déficit conjoncturel des hôpitaux français? Parce que beaucoup d'hôpitaux ont un déficit chronique qui les empêche d'investir. Et le deuxième point, est-ce qu'une des voies de développement du parc de machines ne se ferait pas par la publicité des produits? Parce que les produits qui sont en cours de développement, par exemple recherche d'Alzheimer sur la plaque amyloïde, c'est un exemple. Si on arrive à détecter la maladie d'Alzheimer précocement avec les médicaments actuellement sur le marché, on peut retarder de 10 ans. Et augmenter le taux de suicide. Si vous voulez. Mais en tout cas, il y a un SMR
un SMR extrêmement fort sur ces points de vue-là. Est-ce que, donc, une des voies du développement de parcs de machines ne peut pas passer par les produits innovateurs qui amènent effectivement un SMR? Alors, juste un commentaire sur les plans cancer. Oui, pour moi, c'est vraiment un exemple extrêmement clair de l'intervention positive de la puissance publique, qu'elle soit d'origine politique au meilleur sens du terme. Quand effectivement Jacques Chirac a décidé qu'il avait quelque peu les accidents de la route, si je me souviens bien, et le cancer, on a vu un vrai effet en France, l'INCa, etc., etc. Donc ça, il faut saluer. Parce que aussi, c'est pour dire à un moment, bon, il y a des côtés qui sont un peu en France, un peu, bon, on n'a pas envy de baisser les bras sur certaines choses. Hein, il faut quand même dire les choses. Mais là, on voit, je vous ai donné l'exemple du grand emprunt, ou je vous donne l'exemple du plan cancer. C'est vraiment là où on voit que la puissance publique fait les choses au mieux et dit, attendez, bon, maintenant voilà, c'est un axe, on met les moyens et ça a été fait. Donc oui, l'équipement augmenté, oui, etc. Maintenant, derrière ça, vous avez une administration qui a ses propres règles, ses propres demandes, que ce soit une administration centrale ou une administration hospitalière. Et derrière ça, ils voient des coûts. Donc c'est vrai que la réalité du terrain, ce sont des cliniciens, et après tout, ils sont peut-être dans leur rôle, qui voient des nouvelles innovations, vous faites allusion effectivement à la détection de la plaque amyloïde, et qui se disent, si demain on est capable de détecter en PET-CT avec les produits qui sont en développement, les états pré-Alzheimer, c'est évident que ça va complètement changer la donne. Mais du coup, ils se tournent vers l'administration et les pouvoirs publics. Quand on voit la prévalence de l'Alzheimer et surtout des états pré-Alzheimer, ça fait peur. Hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'idée, c'est l'histoire que le progrès technique pousse. Ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est que peut-être c'est inévitable, je ne sais pas. Moi, l'expérience que j'ai depuis 3 ans, c'est que les pouvoirs publics sont souvent plus à la court après le progrès, plutôt que d'être proactifs par rapport à ça, et sont plus dans la réaction que dans l'action. Il y a quand même eu une exception que j'ai en tête. La DGOS a invité les industriels de l'imagerie, en l'occurrence, à faire une journée de présentation complète autour des nouvelles technologies. Moi, j'avais trouvé que c'était une bonne initiative. On se rendait compte qu'il y avait des choses, des choses intéressantes, comme on peut leur expliquer. Les questions sont très globales, très générales et difficiles de répondre. Moi, ma question est également très globale, très générale, donc je suis un peu embêté à la poser comme ça, parce que ça va demander. Ça concerne les prix, c'est-à-dire que si on fait allusion à la loi de Moore, par exemple, innovation technologique à prix courant constant, est-ce que vous êtes dans cette épure-là ? Est-ce que les matériels, enfin les appareils, ont vu leur prix augmenter avec des innovations progressives, marginales, hein. Et puis, deuxième type de question, quelle est la capacité de négociation des hôpitaux en termes de prix sur ce type d'appareil, hein? D'accord. Une première question, on va changer de niveau entre les deux questions. Donc sur la première question, alors le prix moyen des équipements, ce qu'on a vu sur scanner IRM-PET, qui sont les bons exemples, c'est qu'au moment de leur introduction, ils sont à un prix positionné qui reflète les rapports de R&D, qui peuvent refléter pour un industriel, soyons clairs aussi, le fait qu'il a une avance sur d'autres industriels et qu'il a une forme de produit unique un peu sur le marché. Mais très rapidement, ce qu'on voit, c'est qu'une chose amusante, si je puis dire, c'est qu'aucun industriel de l'imagerie n'a d'exclusivité. Je dis ça par rapport à la pharma, c'est intéressant de comprendre ça. Quand une drogue est développée dans la pharma, elle est labellisée, elle est protégée par un label. Le voisin, jusqu'au moment où ça va être génériqué, ne peut pas faire exactement la même. En imagerie, ça n'existe pas. Ça, il se trouve que tout ce qu'on voit chez GE, alors les concurrents, c'est Siemens et Philips, vous le verrez apparaître, si c'est une bonne innovation, 1 an plus tard, ça sera là. Bon. Donc ce que je veux dire, c'est que quand cette innovation arrive, au début, l'industriel sera là, et rapidement, les prix, l'average selling price va descendre significativement. Combien ? 30%, 40%. Et ensuite, ça sera à peu près stable. Mais qu'est-ce que ça veut dire à peu près stable ? C'est qu'ensuite, les gammes industrielles se déclinent en... Vous savez très bien ce que font les industriels de tous les horizons. Vous avez des gammes premium, des gammes d'entrée, etc. Et donc, globalement, vous aurez une tendance à l'affaissement des prix, mais ça veut dire évidemment que pour le même prix, chaque année, vous en avez plus. C'est-à-dire que vous avez plus de possibilités, plus de software, etc. etc. Donc, la loi de Moore, elle intervient pour les composants les plus basiques, mais elle n'intervient pas sur le prix, global d'un équipement. Surtout qu'il y a
y a un élément dont il faut tenir compte, c'est-à-dire que les efforts de R&D que vous payez, si vous voulez, les ingénieurs, les 400 ingénieurs et chercheurs dont je parle à Buc, ça, il n'y a pas de loi de Moore sur les salaires en France, ou en tout cas, on m'en a pas parlé de cette loi-là. Donc, voilà. Donc, vous derrière, oui, les composants peuvent être moins chers, mais ce qui fait le prix d'une machine, c'est un peu les composants et beaucoup les infrastructures, les gens derrière. Sur les hôpitaux, maintenant, les capacités de négociation des hôpitaux, elles existent, bien sûr. Elles se font en France concrètement de deux façons. Elles se font, soit les hôpitaux, on parle du public là, hein, après, je vous parlerai du privé dans un instant. Le public fait un appel d'offres, tout simplement, sur le code des marchés publics, et vous répondez. Soit il y a des centrales d'achat en France pour acheter les équipements, et cette centrale d'achat, il y en a plusieurs, la plus grosse s'appelle l'UGAP, qui donc va, elle, faire un appel d'offres, va mettre en concurrence les constructeurs en amont, va retenir un constructeur, et ensuite l'hôpital aura la possibilité de passer à travers l'UGAP. Donc oui, les marchés donc les prix sont négociés, parfois par l'UGAP, parfois directement à travers les appels d'offres. J'ajoute que pour moi... Non, ce n'est pas marginal. Ce qui se passe depuis un moment, ce qu'on voit d'intéressant apparaître depuis 2 ans sous l'effet de la crise, c'est qu'il y a une professionnalisation des achats dans les hôpitaux publics. Là où avant, les achats étaient faits souvent par ce qu'on appelle les ingénieurs biomédicaux, c'est-à-dire des ingénieurs qui s'occupaient de la maintenance des équipements et qui, du coup, menaient les appels d'offres, mais qui n'étaient pas des acheteurs professionnels. On voit de plus en plus d'hôpitaux qui font venir des gens de la grande distribution ou ailleurs, avec, ensuite vous pouvez, ça peut donner lieu à des dialogues intéressants, parce que, voilà. Mais en tout cas, on a affaire à des acheteurs, donc une professionnalisation. Il faut que le système, à mon avis, se stabilise, parce que vous pouvez tomber sur des gens qui n'ont pas vraiment compris la différence entre l'utilisation médicale et je ne sais pas quoi, l'achat d'un pot de yaourt, mais ils vont sûrement finir par comprendre, j'en suis sûr. Continuez sur cet aspect. Vous vendez quand même, il y a des instruments que vous vendez à l'unité et d'autres qui peuvent se vendre par plusieurs unités. Donc on n'est pas tout à fait... bien sûr, par rapport au pot de yaourt, c'était pour rigoler, mais dans cette affaire de négociation, il y a des éléments qui sont achetés à l'unité quand même. Par un CHU ne va pas prendre 3 ou 4 PET scan, c'est pas le bon terme, mais enfin, en même temps. Comment ça se passe là? C'est pour éclairer un peu. Comment ça se passe? Écoutez, souvent, il y aura un cahier avec des spécificités techniques. Ensuite, il y a les réponses des industriels. De plus en plus, les éléments déterminants, c'est le TCO, le Total Cost of Ownership, pour les hôpitaux, puisqu'ils regardent donc en clair le prix du service derrière. Éventuellement, la coopération pour les centres académiques. La coopération, c'est ce qu'on appelle le partenariat, la capacité à développer des programmes de recherche ensemble. Et puis ensuite, souvent dans les hôpitaux, la commission qui va répondre le fait avec des critères. Le prix va représenter 30%, 40%, les spécificités techniques va représenter 20%, la coopération 20%. Et puis ensuite, ils font leur choix. C'est comme ça que ça se passe. Je voudrais revenir sur la question de l'évaluation médico-économique. Vous nous avez très bien présenté, d'une part, qu'il y avait des sauts technologiques à peu près tous les 10 ans, et d'autre part, qu'il y a une incrémentation du progrès qui est lié au développement technologique sur ces sauts technologiques. Et l'intérêt, éventuellement, je ne sais pas quelle est votre opinion là-dessus, mais de développer effectivement une évaluation médico-économique qui permette de mieux valoriser le rôle de toutes ces technologies dans la prise en charge globale des soins. Moi, ayant un petit peu réfléchi sur cette question et accompagné un certain groupe de travail au niveau international, en particulier avec GE Healthcare, il y a une chose qui me frappe quand même dans votre industrie, c'est la quasi-absence de culture de l'évaluation. Et quand j'entends évaluation, c'est au sens médical, et de l'évaluation médico-économique a fortiori. Et finalement, par rapport à d'autres secteurs qui sont aussi dans cette situation de saut technologique avec un progrès incrémental, je pense aux dispositifs médicaux implantables, très peu d'investissements dans de vraies études qui permettraient de fonder beaucoup plus justement des évaluations et des études médicales. Alors, il y a beaucoup de problèmes méthodologiques autour de ça, mais on avance en marchant dans ce type de régime. Et je pense que quand même, il y a quelque part une responsabilité de votre secteur, et GE Healthcare est le leader. Donc, je vous pose la question. Est-ce qu'on pourrait faire mieux en matière d'évaluation?
Bon, je vais laisser médico-économique de côté parce que là, réellement, bon, ce n'est pas la question que vous posez. L'évaluation médicale. L'évaluation médicale est conduite par nos clients, par les médecins, pour être clair, par les centres de recherche, enfin, les centres de recherche et les hôpitaux. Souvent, ce qui rend les études peu solides, c'est de la statistique, c'est-à-dire effectivement la taille de l'échantillon, le endpoint, etc. Donc oui, je suis d'accord avec vous, on pourrait faire mieux. On se heurte souvent à la réalité, peut-être de la culture, vous avez raison, peut-être de la culture de ce milieu qui a l'habitude de raisonner sur des séries. Quand on regarde une publication de Radiology, c'est entre 50 et 100 malades maximum, à peu près, hein, ça va donner ça, ce qui n'est pas effectivement la culture. Et pour qu'une étude passe dans le Lancet ou dans le New England, c'est de façon exceptionnelle autour de l'imagerie, sur des bon. Et on commençait à y aller, je pense en particulier à ce qui est fait sur la mammo. On parlait du dépistage de la mammo, du dépistage du cancer sur le cancer du poumon. Mais effectivement, parce que dans ces cas-là, on est sur le résultat en termes de santé publique. Le dépistage, monsieur en a parlé, alors que souvent l'évaluation qui est faite par les radiologues les fait en termes de conséquences un peu individuelles sur la maladie. Donc oui, j'entends ce que vous dites. Je pense qu'effectivement, on pourrait faire mieux dans ce domaine. Je suis d'accord avec vous. Vous auriez intérêt à être plus promoteur. Bien entendu, avec la communauté des cliniciens et des radiologues, mais c'est peu ou prou le schéma qu'on a eu sur le médicament il y a 30 ans, il y a 40 ans. Alors, il y a beaucoup de modèles n'est pas directement transposable. On va passer en micro, s'il te plaît. Le modèle n'est pas directement transposable, mais vraiment, je pense que là, il y a un vrai questionnement, il y a vraiment une marge où votre puissance de frappe devrait pouvoir être un élément catalyseur et pas forcément avec des investissements considérables par rapport aux investissements que vous faites déjà sur le plan des technologies. Vous savez, si ça n'a pas été fait jusqu'à présent, il y a aussi il y a peut-être des mauvaises excuses, hein, mais j'en vois au moins deux. Le premier, c'est que quand vous donnez un médicament, le médicament, c'est un médicament. Vous voyez ce que je veux dire ? En imagerie, la possibilité de standardiser, il y a une telle variabilité entre d'une équipe à l'autre, d'un paramètre à l'autre. Le produit va être complètement différent. Donc c'est très compliqué de mettre les gens et de les pousser à utiliser exactement les mêmes paramètres, les mêmes choses. C'est compliqué. C'est compliqué à faire. La deuxième chose qui est probablement à nouveau une raison qui n'est pas très bonne, c'est que globalement, je pense que personne de sérieux ne pourrait dire finalement l'IRM ça sert à rien, vous l'avez jamais pu prouver, le scan ça sert à rien, vous n'avez jamais pu le prouver, le PET pas plus. Donc je suis d'accord, c'est pas une très bonne raison, mais vous voyez que depuis des années, on voit bien que toutes ces technologies vont dans le sens d'un progrès. Maintenant, est-ce qu'on pourrait mieux le cadrer ? Oui, je suis d'accord avec vous, on pourrait mieux le cadrer. Mais je pense que c'est les deux raisons où je vois pour lesquelles ça s'est pas vraiment fait, parce que ma foi, ça, voilà. Est-ce qu'il faut une étude avec 20 000 patients en France pour prouver que l'IRM dans l'AVC, c'est mieux ? Peut-être pas. Mais on pourrait se poser des questions plus méthodologiques, oui. Je comprends votre question. Bonjour, Jean-Pierre Perra, consultant. Je vous poser une question. En particulier, vous avez abordé la médecine personnalisée. Quels sont pour vous les rapports entre le diagnostic in vivo et le diagnostic in vitro ? Puisque je sais, à l'époque, je travaillais pour Abbott, vous aviez tenté d'acheter Abbott Diagnostic en 2006, c'est pas rien. Plus fort, oui. Donc voilà, je voudrais savoir un petit peu dans l'avenir, qu'est-ce que vous pensez en particulier en libéral ? Est-ce qu'il y aura des plateaux techniques mixtes, médecine nucléaire, in vivo, in vitro, ou est-ce que vous pensez que c'est pas forcément pertinent actuellement de se lancer là-dedans ? Oui, GE avait. Alors, je rebondis sur un de vos points. GE s'était intéressé à Abbott, enfin une partie d'Abbott il y a quelques années. À l'époque, c'est pas Abbott qu'on a racheté, on a racheté Amersham, la partie diagnostique d'Amersham, ce qui fait que GE développe actuellement des produits, mais des produits pharmaceutiques utilisés sur des équipements d'imagerie directement. Donc effectivement, GE se pose des questions sur ces problèmes. Maintenant, sur le diagnostic in vitro, si vous faites allusion à tout, la génomique, enfin pour le mettre là-dessus, GE n'est pas là-dessus. Est-ce que ces technologies doivent être intégrées au sein de plateaux privés ?
je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à ça. J'ai observé dans ma vie antérieure, quand j'étais directeur médical à Gustave Roussy, qu'il y avait intérêt à les intégrer dans un grand centre de cancérologie comme Gustave Roussy. Et c'est ce qu'on avait fait. Est-ce que ce modèle va prévaloir en privé? La seule chose qui, vraiment, sur la concertation multidisciplinaire, ce qui est clair, si vous voulez, c'est qu'on voit bien que quand on parle de médecine personnalisée, traitement personnalisé du cancer, c'est autour, bon, pour reprendre un peu la tarte à la crème, le patient au centre, mais n'empêche qu'il y a des compétences très variées qui doivent être autour pour permettre d'aboutir au meilleur diagnostic initial et au meilleur suivi. Et ça me paraît... Comment vous organisez ces compétences? Est-ce qu'elles sont sur le même plateau? Est-ce qu'elles ne le sont pas? Comment vous organisez la prise en charge de l'ensemble des compétences autour d'un patient? Ça me paraît être une question organisationnelle, clé pour la suite de la santé publique en France. Oui. Allez-y. Bon, Georges Silka, Académie de pharmacie. Lorsqu'un étudiant qui sort avec son bac et qui est passionné par ce que vous venez de nous raconter, de nous décrire, quelles sont les voies? Alors évidemment, il y a deux cheminements, je pense, à partir de là. Il y a le côté technique et le côté médical. Au niveau de la formation des étudiants, qu'est-ce qui existe et quelles sont les voies à choisir? Écoutez, pour les étudiants en médecine, c'est l'internat et l'imagerie, la spécialisation en imagerie médicale. Pour ceux qui veulent être radiologues, en médecine nucléaire pour ceux qui veulent être médecins nucléaires. Et puis ensuite, effectivement, on a fait allusion à la chirurgie, où ça arrive un peu par le biais. Donc ça, les voies sont relativement classiques. Pour les ingénieurs biomédicaux, il y a des écoles spécialisées en France, Compiègne et autres. Et puis enfin, pour les techniciens, là aussi, il y a des écoles, ce qu'on appelle ça les écoles de manip, qui forment les manipulateurs en imagerie et d'ailleurs en radiothérapie aussi, de la même façon. Mais les filières sont plutôt bien organisées actuellement, y compris sur le fait que j'inclus dans ces filières le fait que pour les médecins, de plus en plus, enfin, s'ils veulent faire un parcours académique, ils doivent avoir une formation de recherche solide. Pour être clair, on est sur une maîtrise ou un PhD, c'est ça qu'on dit en français ? PhD, pour prétendre avoir un titre universitaire. Donc plus un séjour à l'étranger. Donc la compétence scientifique des médecins s'est quand même considérablement renforcée ces dernières années. Quant à ceux qui n'envisagent pas cette carrière, les formations sont purement hospitalières, enfin hospitalo-universitaires, mais sans valence recherche. Et elles sont solides, elles sont bonnes, elles sont de bonne qualité. Standardisées d'ailleurs de plus en plus au niveau européand. Je suis Steven Frustrand, IMS Health. Je voudrais revenir à la question de offshoring. Vous avez parlé ce matin de ces questions de disparités entre les régions en France et ensuite les disparités entre les régions ou les pays européens. Mais en fait, votre technologie facilite pas mal les échanges entre les pays et en fait le développement des compétences qui sont exécutées à travers les pays. Et j'ai rencontré l'année dernière une société qui fait de offshoring des radiologues en Inde, qui est homologué avec un certain nombre de pays pour effectuer des prestations de diagnostic pour leur propre pays. Et effectivement, l'image est captée dans un pays, transmise là-bas. Ils font un diagnostic et c'est retourné dans leur pays pour effectivement être utilisé par les médecins locaux. Tout ce qui est fait par GE avec la virtualisation des images permet ce genre d'organisation de soins. Est-ce que ça, c'est une voie qui a à l'avenir? À votre avis, vous pensez que ça peut résoudre un certain nombre de ces disparités et mener vers une meilleure organisation de soins qui n'est pas concentrée sur une région, mais vraiment globale? Donc la technologie existe, effectivement. C'est comme Internet, vous pouvez envoyer les images partout, il n'y a pas de problème. Jusqu'à présent, on a montré que c'était marginal. Ça fonctionne de façon vraiment marginale. Pourquoi ? D'abord, il y a des raisons qui sont que... il peut y avoir des obstacles légaux. D'abord, vous semblez être américain, si je comprends bien. Vous savez très bien qu'il faut être board certified. Donc il peut y avoir, voilà, qui fait la lecture des images, derrière, c'est important. Ensuite, il peut y avoir des obstacles financiers qui remboursent, quel est le système qui met en place. Plus fondamentalement, beaucoup de radiologues sont contre ce système pour des raisons diverses, mais l'une d'entre elles, c'est de dire que la prise en charge d'un malade en imagerie, c'est aussi un contexte clinique, c'est un contexte d'équipe.
C'est pas purement j'obtiens un report, qu'on est en français, un compte rendu. Ça ne peut pas se résumer à ça. Et encore une fois, la numérisation existe depuis des années. Des centres en Inde existent depuis des années. Quand on regarde les chiffres au niveau international, là où on aurait pu se dire ça va exploser, parce qu'effectivement on manque de radiologues à droite à gauche, ça reste un marché pas très développé. Entre pays. Il peut y avoir ensuite, à l'intérieur des pays, je pense dans les pays scandinaves, vous avez dans le nord de la Suède des centres où il n'y a pas de radiologue, ils ont des manipulateurs, ils envoient les images pour qu'elles soient lues à Stockholm. Oui, bon, là-dessus, les choses... Mais du coup, les radiologues de Stockholm passent régulièrement dans le centre au nord, connaissent les gars, discutent avec eux. Vous voyez, il y a un contexte. C'est pas purement j'envoie une image pour qu'elle soit lue par le helpdesk de Bangalore. Ça veut dire quand même que les technologies doivent être implantées à tous les endroits. C'est pas simplement... Parce qu'on a l'impression que c'est comme l'anatomopathologie. On fait un prélèvement quelque part, je le balance dans le monde, ça revient. Internet a réglé le reste avec une compétence quelque part. Là, il faut bien qu'il y ait... Ce qui coûte le plus cher, c'est quand même, au-delà de l'interprétation, c'est quand même toute la technologie. C'est pas simplement des manipulateurs radio avec leurs petites mains. Il faut effectivement que la technologie d'acquisition soit en place. Ça, sinon, c'est sûr qu'il ne se passera rien. C'est pour ça que... Oui, tout à l'heure, tu as montré des chiffres d'utilisation assez contrastés entre l'Allemagne et la France sur la radiologie conventionnelle. Est-ce que tu peux dire un mot, au fond, de l'avenir de la radiologie conventionnelle, irradiante, X-ray, etc. Est-ce que des boîtes comme GE et les autres continuent, parce que malgré tout, c'est un fonds de commerce, d'investir dans ce domaine, sans doute dans le traitement numérique, effectivement, des images, mais est-ce que vous continuez d'investir dans ce domaine? Et par ailleurs, tu as cité à la fin les recommandations en matière de stratégie, finalement, de diagnostic par imagerie. Est-ce que, au fond, ce qu'on dit souvent de l'imagerie et du diagnostic, c'est que rarement une technique nouvelle se substitue à une ancienne en la remplaçant, en l'éradiquant, on pourrait dire. Est-ce que justement sur la radiologie conventionnelle, on peut dire aujourd'hui qu'il y a des actes de radiologie conventionnelle qu'il ne faudrait plus faire? Oui. Parce que la perte de précision finalement sur l'acte est telle qu'il y a une vraie perte de chance pour le patient. Au fond, comment, indépendamment du fait que la part de la radiologie conventionnelle en France est manifestement liée au sous-équipement en technologie plus développée, ça paraît clair, d'après ce que tu avais l'air de dire, indépendamment de ça, comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, rationaliser un peu cet équipement, en fait, ce parc d'équipement, en admettant qu'effectivement c'est mieux à l'étranger? Comment on peut le rationaliser? Comment on peut s'assurer effectivement que quelquefois une technologie chasse l'autre, définitivement, si tu veux, hein? Et ce que tu dis, c'est un vieux problème quand même. Ouais. Je veux dire, je me rappelle des rapports du commissariat général au plan des années 2000 disant que le surinvestissement qui a été fait dans la radiologie conventionnelle en France et le sous-investissement dans les technologies de pointe était dramatique, à la fois économiquement d'ailleurs et en termes d'efficacité. Donc, ok, c'est bien joli, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait quand je t'entends dire des cliniciens, la radio quand même finalement c'est pas mal et ça suffit largement, on n'a pas besoin d'aller au-delà. Et puis finalement, la radio ne suffit pas, donc hop, tu passes un scanner derrière. Ah zut, ça ne suffit pas, on fait une IRM, donc on fait de l'escalade diagnostique. Est-ce que vos guides de bonne pratique vont travailler là-dessus et clarifier un petit peu, au fond, les mérites respectifs, à la fois cliniques, alors médico-économique c'est un peu plus complexe, mais au moins clinique, de l'apport des technologies? Oui, Gérard, j'avais pas répondu, mais tu avais déjà fait allusion à ce que tu appelais l'empilement des examens. C'est vrai, hein, ça commence, maintenant on va vous faire une radio du crâne, puis on va peut-être faire un scanner, on va peut-être faire une IRM, puis à la fin tu te retrouves avec ça. Bon. Au lieu de dire, attendez, il y a un problème, on va directement, je sais pas, à l'IRM si c'est nécessaire d'aller à l'IRM. Donc c'est une vraie question qui se pose depuis des années. Ça ne peut pas se faire partout, ça. Alors, non, mais la question, effectivement, c'est qu'il faut bien comprendre que vous avez compris que tout ça, c'est compliqué, ces techniques. Souvent, les médecins prescripteurs, les radiologues, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais le médecin prescripteur, souvent, il est un peu bon. Et puis, concrètement, dans sa région, quand vous êtes sur la région ouest de la France, vous avez accès à une IRM en 50 jours, vous avez en face de vous un patient, qu'est-ce que vous faites? Non, mais j'ai bien, si tu veux, pris le caveat de dire, OK, il y a un effet équipement disponible. Mais indépendamment de ça, si tu veux, est-ce qu'aujourd'hui, on peut définir des zones comme je te dis, d'éradication d'une technologie ancienne par une nouvelle définitive, quoi, si tu veux, parce que voilà. Écoute, moi je pense, si j'ai terminé cette présentation montant le guide du bon usage, c'est que vraiment il y a un fort espoir de la communauté radiologique de faire ça, à condition que
Les équipements sont là. Bah oui, mais parce que malheureusement, comme tu dis, depuis 10 ans, je vous ai montré l'écartement. Depuis 10 ans, oui, parce qu'on dit, attendez, vous avez un peu plus d'IRM. Oui, un peu plus d'IRM, mais c'est pas un peu plus, c'est beaucoup plus qu'il faut. Et donc, on continue à payer pour des radios standards non contrôlées, au lieu, pour moi, ce que j'attends, pour être clair, je me dis ce que j'attends. C'est un acte politique fort, exactement comme il y a eu sur le plan cancer ou d'autres, pour dire, attendez, maintenant, stop, voilà, on a 600 machines d'IRM en France, on va passer à 1000 machines demain, et pas on va vous en donner une plus par-ci, attendez. Non, mais venons du politique au niveau, parce que chacun joue son rôle, sinon on discute, oui, une IRM de plus ici dans la région. Non. Tant que ce ne sera pas fait, bah écoute, on sera là-dedans. Mais les comportements. Et ce jour-là, attends, en complément de ça, de dire, bah écoutez, sur les radios standards, à travers les tarifs et d'autres, on joue aussi. Mais si tu parlais effectivement de disponibilité des équipements, mais les comportements dont je te parle, ils sont présents en région parisienne. C'est-à-dire, normalement, ce que tu as montré, par exemple, en matière d'imagerie pour les problèmes... Radio face et profil du crâne. Non, la radio face et profil du crâne, mais je pense à des radios du rachis, si tu veux. Hein, en cas de lombalgie permanente, avec éventuellement une satelgie derrière, et pour aller regarder si tu as ou pas, effectivement, un pincement du disque. Bon. Je veux dire, tu as... Encore, c'est un peu comme Michel tout à l'heure, c'est anecdotique, mais la réalité, c'est que tu as encore des médecins qui prescrivent d'entrée de jeu une radiologie conventionnelle pour une lombalgie avec un diagnostic potentiel. Alors c'est peut-être parce qu'ils ne veulent pas du surdiagnostic ou du surtraitement derrière, mais du coup... C'est ce qu'on leur a dit depuis un certain temps. Ouais. Donc voilà. Tu soulèves... pas d'emblée dans le... Ne rentrez pas d'emblée dans le lourd, voilà, c'est ça. Faites de l'escalade et rentrez pas d'emblée dans le lourd. C'est marrant parce que dans le médicament, il y a une situation un peu analogue où en réalité, il y a eu un certain nombre de travaux médico-économiques qui montrent que ça vaut le coup, dans certains cas, de taper fort tout de suite, plutôt que de faire de l'escalade, de prendre le moins cher, puis tu passes celui-là après, etc. Oui. Bon, ça serait intéressant de Gérard, regarder ça. Tu soulèves un problème fondamental qui est effectivement l'éducation, au-delà du parc, c'est l'éducation bien faite des prescripteurs. Et c'est vrai, c'est un énorme problème parce que... du coup, entre capable de résister à un malade, le fait de savoir réellement ce qu'il faut faire, tu vois, donc on est effectivement... bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, les choses, pour être concret aussi, quand dans une région, dans le Nord, tu installes des IRM et que on voit que tout à coup, les pratiques évoluent dans le bon sens aussi. Donc voilà, moi, je peux difficile à blâmer le gars où il se dit, attends, il a en face de lui un mec, le mec a son IRM dans 50 jours, dans 2 mois... Il lui dit, non, vous repartez, il dit, on va vous faire une radio de standard, parce qu'après tout, tu peux peut-être voir un passement discal, parce qu'après, etc. Voilà. Bonjour, Julia Sartre. J'avais une question, moi, plus sur l'aide au diagnostic. Je n'ai pas du tout de notion de tout ce qui est vos technologies aujourd'hui. Est-ce qu'elles permettent de poser un diagnostic, certaines d'entre elles en tout cas? Et si elles le permettent, est-ce que c'est un besoin ou une demande des médecins? Parce que j'imagine que du coup, ça peut remettre un peu en question, du coup, leurs propres compétences à poser un diagnostic. Je vous pose la question parce que l'année dernière, j'avais travaillé sur un projet dans le diagnostic du mélanome et que ce n'était pas une attente des médecins parce qu'en effet, ça remettait en question leur propre capacité à faire le diagnostic. Et du coup, est-ce qu'il y a des pathologies où il y a vraiment une demande de leur part? Vous parlez de diagnostic assisté par ordinateur, hein, c'est ça? Oui, vraiment, où l'ordinateur diagnostique la pathologie. Écoutez, il y a des logiciels qui permettent, par exemple, j'ai en tête un logiciel qui permet de repérer ce qu'on appelle les microcalcifications sur une mammographie, d'accord? Là, à nouveau, ce qui compte, c'est la valeur prédictive négative, le fait d'être sûr que quand on dit il n'y en a pas, il n'y en a pas, et ils sont relativement fiables. Maintenant, ils ont été introduits il y a quelques années. Là, si vous voulez, l'imagerie n'est pas très bonne pour ça, parce que réellement, vous voyez, le propre de l'imagerie, c'est de fournir de plus en plus d'informations. Une image devient de plus en plus complexe, sophistiquée, etc., etc. Et donc le fait d'avoir des logiciels qui permettent simplement de remplacer un médecin, ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut aider un médecin en screenant, en voyant les dents, à repérer? Bon, j'ai une chose que je n'ai pas dite, mais qui est quand même important. Un scanner, il y a 20 ans, vous aviez 50 coupes, d'accord? Actuellement, un scanner, vous avez 3000 ou 4000 images qui tombent toutes les 10 minutes à peu près. Donc on est littéralement au-delà de la physiologie humaine. Vous avez le pauvre gars qui est là en train de voir des examens après des examens. Donc oui, il y a des logiciels qu'on essaye de faire pour les aider à se dépatouiller dans ces trucs-là. Il y aura probablement un avenir là-dessus. On n'attend pas des révolutions de ces choses-là en imagerie pour l'instant. On ne remplacera pas le humain. Il n'y a rien d'attendu là-dessus pour l'instant. François Lost, juste une question économique. Est-ce que, au point de vue stratégique, il vaut mieux considérer ces équipements type IRM comme un investissement
ou comme un service amorti par le nombre de produits faits et offerts avec le coût marginal qui en découle? C'est drôle, vous êtes au centre même de questions que nous posent maintenant un certain nombre de clients. Effectivement. Oui. Jusqu'à présent, tout le public a considéré que c'était un investissement. Et beaucoup de... Enfin, un certain nombre, pas tout, c'est toujours la même chose. Hein, un certain nombre de centres commencent à se poser la question, effectivement, de savoir si c'est de l'OPEX et pas du CAPEX. De savoir si, effectivement, il faut passer dans des usages qu'on appelle pay-per-use, si, effectivement, ça se justifie. C'est un débat qui est en train de sortir en France, alors qu'il n'a pas eu lieu pendant des années où les hôpitaux considéraient que les hôpitaux, alors que le privé lui était sur des schémas économiques différents qui étaient des leasing. Hein, voilà, des leasing. Mais les hôpitaux publics, c'était de l'investissement, y compris avec ils faisaient appel aux banques pour de l'emprunt. Mais ensuite, le privé était beaucoup sur du leasing et le pay-per-use est un schéma qui est en train de sortir. Bien, merci beaucoup en tout cas Robert à nouveau pour cette matinée avec nous.